La piste d'audit fiable pour démontrer l'authenticité des factures. De quoi s'agit-il et quels sont les impacts pour les entreprises? Tout d'abord le contexte. Donc, la directive TVA du 13 juillet 2010 pose le principe d'une équivalence de traitement entre facture électronique et facture papier. L'article 233 ainsi stipule que l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité d'une facture, que celle-ci soit sous forme papier ou électronique, donc on retrouve la logique d'équivalence, sont ou doivent être assurées à compter du moment de l'émission jusqu'à la fin de la période de conservation des factures. Ainsi, chaque assujetti doit déterminer la manière assez librement dont il va assurer ces trois éléments, mais il est quand même indiqué que cela peut être réalisé par des contrôles de gestion qui établiraient une piste d'audit fiable entre facture et la livraison de biens ou de services. Donc est introduite cette notion de piste d'audit fiable qui peut finalement apporter de la validité aux yeux du fisc de la facture. Alors, le sous-entendu de tout ça, qui était là pour aussi simplifier le développement de la facture électronique notamment, c'est de dire les contrôles documentés permanents dans l'entreprise, ça existe, c'est une obligation de base, et donc cette formulation permet d'indiquer que si vous avez des contrôles normaux et une piste d'audit sur votre transaction commerciale, eh bien il n'y a pas d'obligation particulière supplémentaire pour les entreprises. Elles peuvent basculer facilement d'une facture papier vers une facture électronique sans forcément avoir des complexités additionnelles. Ceci étant dit, c'est donc effectivement le moment de se rappeler ce qu'est une piste d'audit fiable. De quoi s'agit-il exactement? Quelles sont les obligations qui en découlent sur la base documentaire de l'entreprise et sur la façon dont elle a implémenté ses propres contrôles? Y a-t-il des conséquences sur son organisation, notamment pour les PME? Est-ce qu'il y a une capacité à faire basculer plus rapidement sur la facture électronique? Peut-être moins rapidement? Est-ce que ça a un impact sur la conformité des factures papier? Parce qu'il faudrait éventuellement renforcer des éléments de contrôle qui pourraient être mis de façon plus systématique. Voilà un petit peu les questions qu'on peut se poser dans le cadre de cette présentation. Alors, quelle est la problématique de l'administration fiscale sur la facture et sur la notion de facture originale? Tout d'abord, la facture est la pièce justificative centrale, principale du contrôle fiscal en entreprise, à la fois pour la collecte et essentiellement pour la déductibilité de TVA, puisque la facture est une créance, en fait, sur l'État à hauteur du montant de sa TVA, et aussi pour la justification des comptes et donc du résultat fiscal. Ainsi, l'administration fiscale veut s'assurer que la facture est un document authentique et qu'il correspond à une réalité économique. Donc, document authentique, est-ce qu'il est suffisamment sécurisé pour garantir son authenticité et son intégrité? Provient-il bien de son émetteur ou provient-elle bien de son émetteur? A-t-elle été modifiée depuis sa création chez l'émetteur, lors de son transport jusqu'à sa réception et son archivage par l'acheteur? Et puis deuxième élément aussi, qui vient dans un second temps, est-elle cohérente avec d'autres documents qui permettent d'attester qu'il y a une transaction commerciale réelle sous-jacente à cette facture, et qu'il ne s'agit pas d'une vraie fausse facture à la limite. Et bien pour ce faire, il y a deux voies de sécurisation qui peuvent être mises en œuvre, essentiellement pour garantir la sécurité du document. Il y a des moyens intrinsèques aux documents facture, c'est souvent des moyens techniques. Alors l'impression est un moyen de sécuriser un document, on le verra. Pour les documents électroniques, le scellement, le redatage, la signature qui permet de mêler une personne à un document. Et puis des moyens extrinsèques, qui sont des procédures, des redondances et des cohérences d'informations entre la facture et d'autres documents. Typiquement, dans les procédures d'échange EDI, eh bien, nous avons une liste récapitulative, qui est un document électronique séparé, et c'est la cohérence entre le fichier de facture et ces listes récapitulatives et le fichier des partenaires qui va sécuriser le dispositif notamment. La même chose, la piste d'audit relève en tant que telle, si elle est déployée de façon générale, des moyens extrinsèques de sécuriser le document facture qui va devoir, à ce moment-là, être cohérent avec l'ensemble des autres documents de façon systématique. Alors quelques mots sur le contrôle permanent et la force probante ou probatoire des documents associés. Alors, un contrôle permanent et documenté s'appuie donc sur deux composantes. Tout d'abord des procédures de contrôle qui sont identifiées, documentées si possible, même simplement, dont on peut faire la preuve de leur application, alors soit parce qu'il y a des audits réguliers, soit parce que les documents eux-mêmes, c'est une façon aussi de le faire, portent finalement les traces de procédures qui ont été mises en œuvre, parce qu'on écrit par-dessus, par exemple. Et si possible, faisant intervenir plusieurs personnes, c'est une règle un peu générale, si possible, en fonction de la taille de l'organisation. C'est vrai qu'à partir du moment où on sépare les pouvoirs entre ordonnateur, payeur, met en place des doubles contrôles, finalement, on sécurise le dispositif parce qu'on diminue la capacité de fraude qui nécessiterait une complicité entre plusieurs personnes.
Et ces procédures de contrôle s'appuient évidemment sur des documents qui sont échangés, et notamment à la fois au sein de l'organisation, mais essentiellement entre le fournisseur et le client. Ces documents tracent l'évolution de la transaction commerciale, donc on verra du contrat jusqu'au paiement. Ils sont identifiés de manière certaine et non équivoque, donc avec une numérotation unique, sans trou, une notion de chronologie de documents, qui permet de repérer si les choses ont bien été faites suivant le temps par lequel elles étaient censées être faites. Et puis, ces documents doivent être archivés et consultables mais pendant la durée où l'entreprise doit justifier de ses activités, c'est-à-dire potentiellement 10 ans si on s'appuie sur le code du commerce. Maintenant, quelques mots sur la valeur probatoire des documents. Il y a 3 types de documents, globalement. Il y a les documents originaux reçus, qui ont la caractéristique d'être produits par un tiers, par une partie, ou marqués par une signature, et conservés par une autre. Donc, effectivement, ça mêle l'action de 2 parties. Ces documents, qu'on va qualifier d'originaux, qui ont en général une importance particulière, ont en plus la caractéristique que leur falsification soit demande des efforts d'image particuliers, soit demande surtout la complicité des 2 parties pour refabriquer un document par une partie qui soit archivé par l'autre. Il y a un deuxième type de documents qu'on va observer, qui sont les copies fidèles de ces mêmes documents originaux, mais conservés par la partie qui les a créés. Et donc là encore, un exemple, c'est par exemple le second exemplaire de la commande signée par le client, conservé par le client, alors que l'original a été transmis au fournisseur. Alors, la falsification de ces documents, elle peut être faite par l'entreprise seule, puisque c'est elle qui les conserve. Maintenant, effectivement, quand on va les confronter à l'original, eh bien, elle aura une force inférieure à celui de l'original, puisqu'il y aura dans l'original une présomption de véracité, on va dire, plus importante. Et puis enfin, il y a les documents qui sont des copies simples ou enregistrements avec des niveaux de sécurisation et de processus de sécurisation plus ou moins intégrés et qui constituent quand même des éléments de preuve de l'existence d'un document ou d'une évolution d'un document à une étape donnée. Alors quand on applique ça aux différents types de documents, aux formes de documents, tout d'abord le document papier bien, possède une sécurisation intrinsèque. Ce document papier, indépendamment de la façon dont il est construit, est un document physique, qui porte beaucoup de preuves de son authenticité. En effet, quand on a un papier, on peut présumer de sa date d'édition. Est-ce qu'on vient de l'imprimer il y a 3 jours, ou est-ce qu'on l'a imprimé il y a 5 ans et qu'il a été archivé quelque part? Je dirais que ça se voit, ça se perçoit. On détecte aussi facilement si c'est une photocopie ou pas, même si les photocopieuses sont de meilleure qualité, en particulier quand il y a des annotations, des tampons, des signatures, on perçoit assez bien si c'est de la signature, si c'est de la photocopie ou pas. Puis s'agissant d'une facture, en plus, chez un acheteur, elle porte la vie de cette facture, de la transaction, par surécriture, justement, les tampons qui sont rajoutés, les annotations pour la comptabilité, éventuellement les annotations sur la facture elle-même ou des copies pour la validation. Donc tout ça, finalement, rend les choses concrètes et apporte des éléments de preuve de véracité du document papier. La falsification de ce document, notamment quand il a été modifié, comme je viens de le dire, n'est pas simple, parce que il faut le modifier, c'est du traitement d'image, ça peut représenter un coût significatif et un temps important pour le faire, en particulier et surtout si on n'a pas les images électroniques qui permettraient à ce moment-là de faire de la transformation beaucoup plus rapidement et à moindre coût. Néanmoins, toute chose égale par ailleurs, la confrontation d'un document papier, quel qu'il soit, avec d'autres documents papier avec qui il doit être cohérent, est toujours une façon de sécuriser un processus, et c'est ce que fait quelque part la piste d'audit. C'est certain que si on confronte systématiquement la facture à l'ensemble de la transaction du contrat commande jusqu'au paiement, on a beaucoup plus d'assurance que cette facture est liée en plus à une prestation réelle, et est réelle, que si jamais on ne regarde que la facture elle-même. Ça c'est une évidence. Alors maintenant, le document électronique. Alors, vraisemblablement, nécessite d'être sécurisé. Pourquoi? Parce qu'un document électronique, c'est un objet virtuel, c'est un fichier informatique. Il n'y a rien de physique. Ça lui donne des caractéristiques particulières. Il est réplicable à l'infini. Il n'y a pas de différence entre les différentes copies, mais qui sont en fait des duplications du même fichier, puisque c'est un objet virtuel, entre elles. Il n'y a aucun moyen de les distinguer. Il n'y a pas de moyen de distinguer la différence entre une copie récente et une copie d'il y a 5 ans. De même, on peut difficilement présumer de sa date de création. Ça change, on peut simuler date de création récente ou ancienne alors qu'elles sont récentes.
Donc on ne peut pas tellement avoir une idée de sa vétusté non plus. S'agissant d'une facture, elle ne porte en général pas le cycle de traitement de façon intrinsèque. Quand je dis en général, c'est jamais, mais le cycle de traitement, il est porté par d'autres messages qui sont complémentaires, dissociés, y compris des mails. Et donc la difficulté de ces messages, c'est que s'ils ne sont pas eux-mêmes sécurisés, bien rattachés, bah, ils sont modifiables, ou alors ils peuvent disparaître. Un message de discussion entre clients et fournisseurs qui peut avoir une importance peut disparaître et ne plus être dans justement cette piste d'audit. Ce qui veut bien dire que sans sécurisation de ces fichiers et de ce dispositif, la falsification d'un document électronique est aisée, en tout cas est beaucoup plus simple que celle d'un document papier, et en plus, elle peut se faire de façon industrielle avec un programme qui pourrait changer, par exemple systématiquement des montants sur des factures, notamment des montants de TVA. C'est pourquoi il y a des moyens techniques qui ont été développés pour sécuriser, justement, et pour donner aux documents électroniques, et cette fois-ci sécurisés, une force au moins équivalente aux documents papier, et on peut même voir qu'en général, ces systèmes de sécurisation donnent des forces supérieures en termes de sécurité aux documents papier seuls. Alors avec toujours, c'est cette logique de deux types de moyens, des moyens intrinsèques qui sont des moyens de scellement du document pour son intégrité, d'horodatage pour son marquage dans le temps, de signature électronique pour lier ce document à une personne, donc ça va servir notamment sur l'origine, et puis d'archivage sécurisé, alors c'est lié à l'archivage, et puis c'est fait l'archivage sécurisé, ça reprend des éléments de redatage, de scellement et éventuellement de signature. Et puis il y a des moyens extrinsèques qui existent aussi dans les fichiers informatiques, alors la traçabilité d'une façon générale, la redondance d'informations, des journaux, des logs qui viennent finalement démontrer que des choses se sont passées et qui sont compliquées à frauder. Et puis le croisement avec d'autres documents, donc le fait qu'il y a une richesse de documents, des procédures qui se mettent en place de façon systématique, et la piste d'audit notamment est un moyen de sécuriser le document, parce qu'on va le comparer avec d'autres documents, et donc frauder une facture électronique dans ce cadre vaudrait dire faire aussi défaut de toute la chaîne de transactionnelle, non seulement dans son système, mais aussi dans le système de ses contreparties.